Bonjour à toutes et à tous. Voici un exemple de travail sur une traduction littéraire entre l'espagnol et le français. J'ai choisi un extrait d'un roman de Elvira Lindo. Dans un premier temps, nous allons voir quel doit être votre travail de traduction et ensuite je vous parlerai de la formation que je vais proposer à partir du 8 novembre. Alors le travail de traduction ça doit d'abord être la traduction du texte, évidemment, des règles d'or à respecter, un travail préparatoire, un travail lexical, un travail grammatical et syntaxique, l'apprentissage des tournures idiomatiques. Je vous proposerai une traduction possible du texte et je vous rappellerai ce que vous devez absolument faire avant de rendre votre copie. Alors voyons ensemble quelles doivent être les règles d'or de la traduction littéraire. Tout d'abord, lire attentivement le texte, à plusieurs reprises, pour pouvoir en comprendre parfaitement le sens. Vous devez rechercher le registre de langue du texte. Est-ce qu'il s'agit d'un texte informel, formel, etc. Évidemment, votre traduction devra tenir compte de ce registre. Vous devrez absolument respecter le texte d'origine, les temps, les personnes. Le sens de la phrase que vous allez traduire devra être exactement le même qu'au départ. Vous ne devez jamais faire de mot à mot. Ça ne fonctionne jamais. Repérez également les tournures idiomatiques qui n'auraient aucun sens si vous les traduisiez littéralement. Et puis, dernière règle d'or, évidemment, le texte traduit doit être syntaxiquement parfait dans la langue d'arrivée. Donc, parfois, la traduction littérale qui doit être essayée au départ ne fonctionne pas et vous devez reconstruire la phrase. Par exemple, Ninguno de nosotros lo entiende. La traduction par personne ne le comprend est correcte syntaxiquement, mais elle transforme totalement le sens de la phrase. La deuxième règle est donc respectée, mais pas la première. La traduction serait donc fortement sanctionnée, puisque ninguno de nosotros, on fait référence à nosotros, et personne, ça inclut tout le monde, même les personnes qui ne font pas partie de notre groupe. Voici le texte à traduire. Mi vida tampoco es perfecta, yo también tengo mis problemas, me dijo. Ya me imagino, le dije. ¿Qué te imaginas? Me dijo. Pues eso, que tendrá sus problemas, como todo el mundo, le dije. ¿Pero qué has querido decir con eso de me imagino? ¿Qué problemas te imaginas que tengo yo? Me dijo. Yo qué sé, a mí no me líes, le dije. Me haces hablar y luego te mosqueas. No, por favor, dime alguno de esos problemas que crees que tengo, me dijo. Yo qué sé, le dije, a lo mejor tu marido, le dije, sin atreverme a afirmarlo. Y dale, la perra que tienes con mi marido. ¿Por qué va a ser un problema mi marido? Me dijo. No sé por qué es, le dije, buscando una palabra para salir del paso. Una palabra que no fuera demasiado ofensiva. ¿Qué es? Me dijo impaciente. Un hombre sin mucha sustancia, un poco muermo, me parece a mí. Pero es lo que me parece a mí, a lo mejor a ti te parece la alegría de la huerta, le dije. No, la alegría de la huerta no es, pero en ningún sitio está escrito que ser muermo sea un pecado. Desde luego que no, no es para que te metan en la cárcel. Pero me imagino que si te toca acostarte una noche y otra con un muermo, pues la vida se te hace muy cuesta arriba, le dije. Pero como tú bien dices, yo no sé de esto. Nunca me he visto en el caso. No sé ni de maridos, ni de niños, ni de nada. Por algo será, dijo. Donc, voilà le texte. Donc, vous voyez qu'il s'agit d'un dialogue entre deux personnes, deux femmes, qui apparemment ne sont pas tout à fait d'accord. Alors, le travail préparatoire.
Il s'agit tout d'abord de faire une lecture attentive du texte. Le nombre de personnes, la relation entre les personnes, est-ce que c'est formel, informel, quel type de discours, narratif, discursif, dialogique. Ici, il s'agit de deux femmes qui parlent du mari de l'une d'entre elles. Ce sont apparemment deux amis qui se tutoient, et vous devrez donc respecter ce dialogue informel. Il s'agit donc d'un dialogue, et d'ailleurs, les nombreuses incises en apportent la preuve. Vous devez également rechercher les difficultés grammaticales et lexicales présentes dans le texte, les questions informelles, les inversions sujet-verbe, notamment la syntaxe française, les mises en incise, qui sont très nombreuses et dont il fallait connaître la construction en français, les tournures idiomatiques, les enclises des pronoms compléments d'objet direct ou compléments d'objet indirect, les pronoms toniques et les pronoms personnels. Vous devez également faire une recherche lexicale, parce que, évidemment, vous ne connaissez certainement pas tous les mots. Mosquearse, c'est prendre la mouche. Liar, c'est embrouiller. Un pecado, c'est un péché. Attention à l'orthographe du mot péché. A lo mejor, c'est peut-être. Atreverse a, c'est oser. Attention, ce n'est pas un verbe pronominal en français. El aburrimiento, c'est l'ennui. Et muermo, c'est assommant ou ennuyeux. Il y a évidemment certainement d'autres mots que vous ne connaissez pas, mais je n'allais pas tous les mettre dans cette vidéo. La recherche grammaticale ou syntaxique. Les questions informelles. Vous devez savoir comment construire des questions informelles en français. C'est est-ce que sans inversion sujet-verbe. Les inversions sujet-verbe dans la syntaxe. Par exemple, dans la phrase « ¿Por qué va a ser un problema mi marido ?» La syntaxe française interdit de mettre le sujet en fin de phrase. Donc le sujet c'était « mi marido », il fallait donc remettre les mots dans le bon ordre. Pourquoi mon mari va-t-il être un problème? Ou pourquoi est-ce que mon mari est un problème ou serait un problème? Les mises en incise, très nombreuses, dont il fallait connaître la construction en français. Donc la mise en incise impose l'inversion sujet-verbe et une ponctuation particulière qu'il fallait respecter. Les tournures idiomatiques. Évidemment, vous ne pouvez pas tout connaître, mais c'est l'entraînement régulier, le fait de faire régulièrement des traductions, qui va vous permettre d'enrichir votre lexique et d'éviter les non-sens. Les enclises des pronoms COD ou COI. Il fallait évidemment remettre les pronoms à leur place correcte en français. Et enfin les pronoms toniques et pronoms personnels, là encore il fallait les placer à la bonne place et ne pas confondre COI et COD, ce qui est souvent le cas avec la langue espagnole puisque vous mettez des A partout devant des COD quand il s'agit d'un COD humain, mais ce qui n'est pas le cas avec le français. Par exemple, ayudo a mi madre, c'est j'aide ma mère. Il n'y a pas de préposition, c'est un COD. D'accord? Busco a mi madre, vous mettez un A également. C'est je cherche ma mère. D'ailleurs, quand vous remplacez mi madre par busco mi libro, le A disparaît. Donc on voit bien qu'il s'agit d'un COD. Donc vous devez arriver à comprendre ces règles-là. Les tournures idiomatiques, je vous en ai mis 3 ici qui sont dans le texte. C'est la alegría de la huerta, c'est être gai comme un pinson. Évidemment, si vous traduisez par la joie du jardin, un Français ne comprendra absolument pas. Et le but, c'est qu'un Français, quand il va lire votre texte, comprenne parfaitement ce que vous écrivez. Hacérsele a uno cuesta arriba, c'est avoir beaucoup de mal à, ou trouver dur ou pénible de. Tener mosqueo, c'est prendre la mouche. Voici ma proposition de traduction. Ma vie non plus n'est pas parfaite, j'ai mes problèmes, moi aussi, me dit-elle. J'imagine bien, lui dis-je. Et qu'est-ce que tu imagines donc, me dit-elle. Eh bien cela même, que tu dois avoir tes problèmes comme tout le monde, lui dis-je. Mais qu'est-ce que tu as voulu dire exactement par j'imagine bien? Quelle sorte de problème est-ce que tu imagines que j'ai? Me dit-elle.
Qu'est-ce que j'en sais? Ne m'embrouille pas, lui dis-je. Tu me fais parler et après tu prends la mouche. Non, je t'en prie, dis-moi l'un de ces problèmes que j'aurais d'après toi, me dit-elle. J'en sais rien, lui dis-je, peut-être ton mari, lui dis-je, sans oser m'avancer. C'est reparti, quelle manie avec mon mari. Pourquoi mon mari représenterait-il un problème, me dit-elle. Je ne sais pas, parce qu'il est, lui dis-je, à la recherche d'un mot me permettant de me tirer d'affaire. Un mot qui ne fût pas trop vexant. Qu'est-il donc, me dit-elle avec impatience. Un homme sans beaucoup de consistance, un peu assommant, me semble-t-il. Mais c'est juste mon avis, tu trouves peut-être que c'est un bout en train, lui dis-je. Non, un bout en train n'est certainement pas. Mais il n'est écrit nulle part que ce soit un crime d'être assommant. Bien sûr que non, on ne va pas te mettre en prison pour ça. Mais j'imagine que si tu te retrouves à devoir coucher nuit après nuit avec un type assommant, eh bien, la vie doit te paraître bien pénible, lui dis-je. Mais comme tu l'as dit fort justement, je n'y connais rien. Je ne me suis jamais trouvé dans cette situation, je ne m'y connais ni en mari, ni en enfant, ni en rien. Il doit bien y avoir une raison, dit-elle. Donc, voilà la traduction possible. Alors, avant de rendre votre copie, soignez la mise en langue, ce n'est pas du mot-à-mot. Il faut respecter le sens et le style, l'écriture et le niveau de langue. Et bien entendu, là, les phrases que vous écrivez en français doivent être syntaxiquement parfaites. D'accord? Changer la nature d'un mot évite parfois une maladresse, car l'espagnol est parfois plus souple que le français. Un año de aburrimiento e infancia, on va le traduire par une ennuyeuse année d'enfance. Donc on ne mettra pas deux compléments de nom à suivre. On va mettre un adjectif et un complément de nom. Vérifier et recopier, notamment les erreurs de temps, les erreurs d'accord, les erreurs de genre, et éviter les barbarismes. Attention également au passé simple, à l'imparfait du subjonctif. Relisez toujours 2 fois. Une première fois en suivant le texte pour vous assurer que vous n'avez rien oublié, parce que l'oubli d'un mot est une des erreurs les plus graves en traduction, et éliminer les dernières fautes d'orthographe. Et une deuxième fois, sans vous reposer sur le texte d'origine, pour mieux remarquer les non-sens et les maladresses dans votre traduction. L'après-traduction, parce que vous avez rendu votre traduction, mais il faut continuer à travailler. Il faut d'abord faire du travail lexical, rechercher les familles de mots, les faux amis, les antonymes, les champs lexicaux, les idiomatismes. Il faut que vous reveniez sur chaque point grammatical afin d'être sûr que vous le maîtrisez parfaitement. Vous pouvez même faire des fiches de grammaire et de vocabulaire. Alors justement, qu'est-ce que je vais mettre à votre disposition pendant la formation? Les textes, évidemment, qui devront être traduits. Une correction complète avec des notions grammaticales et lexicales qu'il fallait connaître absolument. Plusieurs conseils pour l'enrichissement lexical. Des exercices complémentaires de traduction grammaticale basés sur les difficultés rencontrées dans les textes. En autocorrection, je vous fournirai les corrigés et en même temps que les exercices et nous en discuterons ensemble si vous ne comprenez pas la correction. Donc c'est une formation de 9 semaines, du 8 novembre au 21 janvier. Pause de 2 semaines entre le 25 décembre et le 10 janvier. 3 heures de cours par semaine, le samedi de 9 h à midi. 12 places maximum dans le groupe. Éventuellement, possibilité de créer un deuxième groupe le mercredi de 21 h à minuit, si il y a de la demande. Mais dans un premier temps, ce sera uniquement le samedi de 9 h à midi. La méthodologie employée. Avant le cours, je vous envoie le texte quelques jours avant pour que vous puissiez le découvrir, chercher les difficultés lexicales, grammaticales, syntaxiques. Et vous essayez par vous-même de faire une traduction sans me l'envoyer. Puis vient le cours en direct. Nous revoyons ces difficultés ensemble, nous en discutons pour tenter d'en trouver une ou plusieurs. Parfois, il y a plusieurs solutions possibles. Après le cours, vous faites la traduction par vous-même, chez vous, et vous me l'envoyez pour une correction individualisée. Je vous fournis alors des exercices complémentaires sur les points grammaticaux, sur les points lexicaux qui posaient des difficultés dans le texte. Tous les textes proposés seront extraits de la littérature espagnole, latino-américaine ou française contemporaine, c'est-à-dire 20e siècle, 21e siècle.
Les personnes concernées. Toute personne intéressée par la traduction littéraire ou faisant des études de traduction. Toute personne souhaitant passer le concours de professeur de français en Espagne, donc las oposiciones, ou dans tous les autres pays de langue espagnole, Amérique latine ou centrale. Toute personne souhaitant passer le concours de professeur d'espagnol en France, CAPES, que ce soit pour le premier ou le troisième concours. Les manuels indispensables. Un dictionnaire unilingue français. Alors, vous avez le petit Robert. Je suis en train de les chercher. Voilà. Vous avez le petit Robert. D'accord, de la langue française. Et vous avez le grand Larousse. Je ne sais pas où il est. Si, le voilà. Le grand Larousse illustré. D'accord? Donc ça, ce sont des dictionnaires. Le grand Larousse a l'avantage de vous fournir plus de renseignements sur la phonétique, alors que le petit Robert ne le fait pas. D'accord? Dictionnaire unilingue espagnol. Vous avez le Maria Moliner que vous avez derrière moi, en beige et noir. Maria Moliner en deux mouvements, en deux volumes, pardon. Vous avez également le Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, que je n'ai pas personnellement. Un dictionnaire bilingue, le Grand Larousse. Celui-là. Ok? Et une bonne grammaire. Ou Bouzet, ou Coste et Redondo. Ils sont rangés là-haut, je ne vais pas les chercher. Le Coste et Redondo est en haut, le Bouzet est juste à côté. Je ne vous les montre pas ici, je vous les montrerai plus tard si vous voulez. Donc, ces livres sont pour moi indispensables pour bien travailler une traduction. Vous avez des dictionnaires en ligne. Par exemple, le Larousse en ligne existe, le Robert en ligne existe, la Real Academia en ligne existe. Vous pouvez les utiliser, mais surtout, j'insiste, n'allez pas sur les dictionnaires de Word ou de Google ou de Reverso ou je sais pas quoi, ces horreurs, ces monstres. D'accord? Donc n'allez pas sur ces sites. C'est une catastrophe. Donc, je vous fournis également quelques manuels optionnels. Donc, c'est le Alain Ray. Alors, c'est celui-là. D'accord? Donc, en 3 volumes sur le dictionnaire historique de la langue française. Vous avez le coffret Becherel, que voilà. D'accord? Donc, le coffret Becherel en 3 volumes. Donc vous avez orthographe, grammaire et conjugaison. Vous avez le Manuel Seco, je dois l'avoir quelque part aussi. Alors moi, c'est un vieux, je l'ai depuis une trentaine d'années. Donc c'est le Manuel Seco, Diccionario de Dudas. Vous avez le Larousse essentiel, synonymos et antonymos, que je n'ai pas. Et vous avez le Robert des synonymes, nuances et contraires que je n'ai pas avec moi non plus. Donc voilà les manuels que je considère comme plus optionnels. Mais les premiers sont vraiment pour moi indispensables. Donc voilà, si vous êtes intéressé par cette formation, n'hésitez pas à me contacter ou si vous voulez plus de renseignements, évidemment, je vous renseignerai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.